Bonjour à toutes et tous. Je suis Nadine Grappin. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle conférence du printemps de la recherche en éducation. L'enjeu de cette manifestation, je vous le rappelle, est de promouvoir la place des recherches en éducation dans la formation universitaire et professionnelle des enseignants et des personnels d'éducation, que ce soit en formation initiale ou continue. Le thème choisi par le réseau des INSPE pour cette 9e édition est celui de l'évaluation à l'école. Cette thématique est traitée au cours de ce cycle de conférences du point de vue d'une diversité de disciplines de recherche en éducation. Je vais aujourd'hui assurer la fonction de modératrice. En effet, au cours de la conférence, vous allez pouvoir poser des questions en cliquant en bas à droite de votre écran sur l'icône « Questions ». Je ferai ensuite une synthèse de ces questions pour les poser à la fin de la présentation. J'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter M. Jean-François Chénet, qui est coordinateur exécutif du CNESCO. Donc, le CNESCO, c'est le Centre national d'études des systèmes scolaires. Et donc, le CNESCO a organisé en novembre dernier une conférence de consensus sur l'évaluation en classe au service de l'apprentissage des élèves. Et le rapport et les recommandations sont désormais en ligne. Je précise également que Jean-François Chénet est docteur en didactique des mathématiques et ancien formateur d'enseignants, ce qui va peut-être vous permettre de comprendre certains des choix qu'il a faits pour sa présentation, intitulée « Évaluation standardisée des acquis des élèves, intérêts et limites pour la formation des enseignants ». Sa présentation durera environ 40 minutes et nous aurons ensuite un temps de questions-réponses d'une vingtaine de minutes. Je vais donc laisser la parole à Jean-François et je vous retrouverai à la fin de sa présentation pour lui poser les questions que vous m'aurez transmises sur l'application en cliquant sur l'onglet « Questions ». À tout à l'heure. Merci Nadine. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci aussi au réseau des INSPE pour l'organisation de ces webconférences et comme tu l'as dit, de façon plus globale pour l'organisation de ce printemps 2023 de la recherche en éducation qui fait écho et prolonge la conférence de consensus du CNESCO. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors, les évaluations standardisées des acquis des élèves, qu'elles soient internationales ou nationales, peuvent avoir des objectifs différents, plus ou moins compatibles à destination des pilotes, des encadrants, des systèmes éducatifs ou des enseignants eux-mêmes. Et alors qu'elles ne sont pas a priori destinées à la formation des enseignants, on peut donc s'interroger sur l'utilisation en formation de leur contenu, de leurs résultats, voire de leur cadre de fabrication. Et c'est à ce questionnement que cette présentation va tenter de contribuer à répondre en s'appuyant sur des travaux de recherche. Comme vous le savez certainement, mais certainement aussi plus ou moins, ces évaluations sont désormais omniprésentes. Donc, dans les médias, souvent d'ailleurs via des annonces de résultats de comparaison internationale pour annoncer le classement de la France à telle ou telle évaluation, dans les discours de politiques éducatives, voire dans les politiques éducatives elles-mêmes, dans des travaux de recherche, par exemple en sociologie, sur la place qu'elles peuvent avoir dans l'élaboration justement des politiques publiques, ou en didactique sur les questions de validité des contenus. Elles se développent énormément, aussi bien au niveau international que national, mais paradoxalement, ces évaluations semblent, en tout cas encore pour le moment, peu exploitées par les enseignants en France et encore moins dans la formation. Et c'est un peu comme si les principaux concernés, celles et ceux qui peuvent agir au quotidien sur les acquis des élèves, étaient finalement les moins investis. Ma présentation va suivre le plan suivant. Elle va chercher à définir un petit peu ce que sont les évaluations standardisées, les apports potentiels que ces évaluations peuvent constituer pour la formation des enseignants, en particulier comment elles peuvent être mobilisées dans le cadre de la formation, et les limites, quelles limites existent à leur formation, à leur utilisation en formation. La définition que nous allons adopter est une définition qui explicite la nature de ces épreuves, des épreuves standardisées, donc qui
évalue les acquis des élèves et dont toutes les étapes sont standardisées, c'est-à-dire la conception, l'administration, la correction, les étapes, la publication des résultats, pardon, qui sont toutes des étapes normées, quels que soient leurs objectifs. Alors, vous allez me dire que les examens, comme les épreuves finales du brevet ou du baccalauréat en font partie, oui, mais ils ne sont pas du même ordre, en tout cas en France, que les évaluations que nous traitons aujourd'hui. Alors, au regard du nombre de ces évaluations et du temps dont je dispose aujourd'hui, il m'est évidemment impossible de rentrer dans la présentation de chacune de ces évaluations. J'avoue d'ailleurs que c'est un exercice assez délicat que d'aborder un sujet vaste en 40 minutes. Donc, j'ai choisi de vous donner un lien vers les comparaisons internationales qui sont menées en France, donc qui sont menées par le ministère de l'Éducation nationale et plus particulièrement par la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, la DEP, qui est l'opérateur national pour ces évaluations internationales. Et puis un autre lien qui est celui vers les évaluations nationales exhaustives qui sont cette fois élaborées et pilotées également par la DEP. Alors, quelques précisions sur les évaluations internationales qui sont réalisées non pas sur l'ensemble des élèves, l'ensemble des populations d'élèves, mais sur des échantillons. Et elles sont essentiellement centrées sur les acquis des élèves en français, en mathématiques et en sciences. Et il faut savoir aussi qu'elles intègrent des questionnaires de contexte auprès des élèves, des enseignants et des chefs d'établissement. Des évaluations nationales existent également. Elles peuvent être réalisées sur échantillons, comme les évaluations internationales, mais aussi concerner toute une population. C'est là où on parle d'évaluation exhaustive ou quelquefois encore d'évaluation de masse. Elles concernent le français, les mathématiques et les sciences, mais aussi d'autres matières, comme l'histoire-géographie ou les langues vivantes, ou encore même d'autres dimensions, comme les enquêtes qui portent sur le climat scolaire. Quand on parle d'évaluation internationale, je suis sûr que sur les acquis des élèves, en tout cas, je suis certain que vous pensez d'abord à PISA. Donc, PISA est un cycle d'évaluation organisé depuis 2000 par l'OCDE, qui touche maintenant environ 85 pays, dont les 35 pays de l'OCDE. Donc, PISA a lieu tous les 3 ans, donc, excepté sur le cycle 2018-2022 à cause de la pandémie, bien sûr. Il concerne les élèves de 15 ans et principalement, donc, en France, les élèves qui sont en seconde. La caractéristique de PISA, c'est que c'est un programme qui n'évalue pas directement la maîtrise de programmes scolaires donnés, mais plutôt l'efficacité d'un système scolaire à travers la capacité d'élèves potentiellement en fin de scolarité obligatoire à mobiliser leurs connaissances pour résoudre des problèmes dits concrets. Deuxième grand programme d'évaluation internationale, TIMSS, qui est organisé non pas par l'OCDE, mais par une association internationale de recherche, l'IEA, pour International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Donc l'IEA existe depuis 1958 et vise à comprendre et à améliorer l'éducation dans le monde entier. Alors, au contraire de PISA, TIMSS évolue ce que savent faire les élèves en mathématiques et en sciences dans presque 60 pays, à des niveaux scolaires donnés, en l'occurrence la 4e année d'école obligatoire, c'est-à-dire le CM1 pour la France, la 8e année, c'est-à-dire la classe de 4e, et la dernière année de lycée de temps en temps. Comme TIMSS, PEARLS est un programme qui est organisé par l'IEA et qui évalue cette fois les compétences des élèves, toujours en 4e année d'école obligatoire, c'est-à-dire en CM1 pour la France, en compréhension de l'écrit. Et PEARLS est organisé dans près de 50 pays. Donc vous voyez que toutes ces enquêtes, au moins ces 3 enquêtes, portent d'abord sur un grand nombre de pays et donc permettent des comparaisons interpays très intéressantes, a priori, et à la fois par les cycles d'évaluation qu'elles proposent, des comparaisons temporelles. J'ajoute deux autres évaluations qui sont organisées par l'IEA, qui s'appellent ICILS, qui portent sur les compétences numériques des élèves, et ICCS, qui portent cette fois sur les compétences civiques et citoyennes des élèves. La France a participé pour la première fois à cette dernière enquête, a participé en 2022. Concernant les langues vivantes, j'avoue que le stock est relativement faible à l'international, puisqu'une seule enquête a eu lieu, qui était organisée par l'Union européenne, mais il faut savoir que l'OCDE prépare une enquête, un PISA langue, pour 2025.
à ces évaluations internationales, à ces programmes internationaux sur les acquis des élèves, s'ajoutent deux évaluations que je voudrais mentionner, qui peuvent avoir un lien direct avec la formation des enseignants. C'est bien sûr TALIS d'abord. TALIS est organisé par l'OCDE et c'est une enquête qui est réalisée auprès des enseignants et auprès des chefs d'établissement d'ailleurs, dans pratiquement 70 pays. Alors, TALIS fournit en particulier des résultats de comparaison internationale sur les contextes d'enseignement, sur les pratiques des enseignants, sur leur formation, sur leurs besoins ou leurs sentiments d'efficacité personnelle. Là encore, vous voyez qu'en termes de comparaison internationale et d'évolution temporelle, ce type d'enquête propose ou fournit beaucoup de données pour décentrer le regard sur le métier d'enseignant et les différents environnements dans lesquels il peut s'exercer. Et pour compléter cet inventaire très rapide, je signale l'existence d'un programme qui porte sur les compétences des adultes et qui s'appelle PIAC. Du côté des évaluations nationales, alors vous connaissez peut-être ou peut-être pas d'ailleurs un programme qui est réalisé sur échantillons, qui s'appelle CEDRE. C'est un programme qui existe depuis 2003, qui est proposé à des élèves en CM2, en fin de CM2 et en fin de 3e, et qui porte en mathématiques, en sciences et en maths, mais aussi, comme je disais, en histoire-géographie et en langue vivante. Quant aux évaluations exhaustives, il se trouve que la France a une politique assez ancienne d'évaluation exhaustive, hein, puisque les plus anciens d'entre vous se souviennent peut-être qu'elles ont été mises en œuvre sur l'ensemble du territoire et là, auprès des élèves à l'entrée en 6e et en CE2 de mémoire en 1989, et que depuis 1989, elles existent sur des formats divers pour arriver à l'heure actuelle, donc à trois types d'évaluations exhaustives, des évaluations repères à l'entrée au CP et au CE1, des évaluations de début de 6e et des évaluations qui s'appellent les tests de positionnement en seconde, donc qui existent depuis 2018. Il me semble qu'à ce stade, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est la nature de ces évaluations standardisées, en tout cas en France, pour comprendre la question de la formation et la question de l'usage de ces évaluations. Alors jusqu'à maintenant, par opposition à des dispositifs qui intègrent une reddition, ce qu'on appelle une reddition des comptes, c'est-à-dire en anglais, qui envoie en anglais à la notion d'accountability, les dispositifs d'évaluation externe des acquis des élèves en France sont à faible enjeu, c'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas ou très peu, sur les parcours scolaires des élèves, sur la carrière des enseignants ou sur le fonctionnement des écoles. Alors, corrélation ou non avec cette dimension des faibles enjeux, en tout cas, la question de leur utilisation se pose en France depuis plus de 30 ans, avec une utilisation sur le terrain qui est largement en deçà de ce qui est attendu par l'institution. On note toutefois des évolutions récentes encourageantes, hein, par exemple dans la mise en œuvre du plan mathématique en primaire et des dispositifs locaux de formation par constellation, même si l'appropriation et l'exploitation des évaluations semblent encore très variables selon les lieux géographiques, les circonscriptions. Il se trouve que ce constat, c'est assez intéressant, est d'une certaine façon partagé et complété par l'IEA, qui regrette que malgré l'utilisation des données des évaluations internationales à grande échelle, les résultats de ces évaluations sont parfois mal compris ou mal interprétés. Alors la question qui se pose dans un premier temps, c'est finalement, une fois qu'on a établi ce constat, comment le penser d'une façon constructive, en tout cas par rapport à la question qui nous préoccupe de la formation des enseignants. Trois finalités sont aujourd'hui à peu près clairement identifiées quand on parle d'évaluation standardisée. Fournir aux enseignants des outils pour enrichir leur pratique pédagogique, disposer d'indicateurs qui permettent de mesurer au niveau national les performances du système éducatif, donc notamment à travers
des évolutions temporelles et des comparaisons internationales. Et, troisième point, troisième objectif, doter les pilotes, ce qu'on appelle les pilotes de proximité, c'est-à-dire vous voyez que la proximité peut être plus ou moins grande, les recteurs, les DAZEN ou les IEN, d'indicateurs qui leur permettent de mieux connaître les résultats des écoles et d'effectuer, toujours entre guillemets, une vraie régulation. On peut d'ailleurs remarquer à ce stade que dans les objectifs qui sont identifiés, la formation et les formateurs ne figurent pas. Alors, une idée assez répandue, et portée notamment par le Haut Conseil de l'éducation à la fin des années 2000, puis par l'ADEPE, est que c'est dans la confusion des finalités des évaluations standardisées qu'il faudrait chercher non seulement leurs éventuelles faiblesses statistiques, mais aussi les raisons d'utilisation pédagogique, justement, qui ne seraient pas à la hauteur de ce qui est attendu. Et en particulier, ce serait le troisième objectif, c'est-à-dire doter les pilotes de proximité d'indicateurs, qui serait sans doute le plus difficile à atteindre sans créer de confusion. Alors, la question que nous posons ici est la capacité, voire la nécessité, d'intégrer dans la formation les ressources que constituent les différentes évaluations standardisées. En effet, si les liens de la formation avec la recherche, la prise en compte des textes réglementaires et des pratiques professionnelles des enseignants font aujourd'hui partie des fondements des ingénieries de formation, cette question peut être la question de l'intégration des matériaux qui sont offerts par les évaluations standardisées dans la formation initiale et continue des enseignants est bien présente. Donc, on peut se demander, finalement, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter, quels apports potentiels, justement, ces matériaux peuvent offrir à la formation et avec quelles limites, et même, j'ai envie de dire, avec quels risques, et donc, en creux, enfin en bosse plutôt, avec quelles conditions nécessaires de mise en œuvre. Alors d'abord, une photographie, une espèce de photographie sur des pistes globales de réflexion et d'action. À mon sens, l'ensemble des ressources qui sont liées aux évaluations standardisées peuvent d'abord constituer des outils de culture professionnelle pour les formateurs et les personnels d'encadrement. Je pense notamment aux grands résultats des évaluations nationales et internationales, par exemple sur les inégalités scolaires ou les inégalités de genre. Ces mêmes grands résultats peuvent contribuer à une initiation au processus de développement professionnel des futurs enseignants en formation initiale, notamment en leur apportant des éléments de connaissance du système éducatif français et des éléments de comparaison internationale. En formation continue, ils peuvent être utilisés comme des éléments d'objectivation, voire de déculpabilisation, et bien sûr d'analyse des contenus, des activités potentielles des élèves ou analyse des pratiques potentielles d'enseignement. Et enfin, et je pense notamment aux évaluations exhaustives, ces ressources constituent des outils pour concevoir des actions de formation à partir de l'identification des besoins des élèves et donc potentiellement des besoins des enseignants. Alors, pour illustrer ces pistes, je vous propose quelques grands résultats, des exemples de grands résultats qui portent sur les résultats, qui portent sur les mathématiques pour la France. Je suppose qu'on peut faire la même chose dans d'autres champs, comme le français ou les sciences, voire dans d'autres champs qui existent et que j'ai mentionnés, qui sont investis par les évaluations standardisées. Donc, si on s'intéresse, en tout cas, à la formation en mathématiques, les enquêtes PISA ont montré un certain nombre de choses que j'allais dire, un formateur ou un enseignant pourrait ou devrait avoir connaissance. Par exemple, le fait que la France obtient une moyenne comparable à la moyenne des pays de l'OCDE. Mais au-delà de la moyenne, ce qui est le plus important, c'est que cette moyenne masque des écarts de performance très importants entre élèves, par exemple entre élèves de seconde générale et technologique et élèves de seconde professionnelle, ou entre élèves de seconde générale et technologique et élèves de
de troisième qui ont redoublé au moins une fois. Le fait que le nombre d'élèves de bas niveau, ce qu'on appelle de bas niveau, c'est-à-dire ceux qui ont des performances faibles au test PISA, a tendance à augmenter. Grand résultat qui a été la révélation de PISA 2012 et dont les différents acteurs se sont largement emparés. En tout cas, dans les discours, on sait que la France est un des pays de l'OCDE, voire le pays de l'OCDE, où le lien entre l'environnement socio-économique des élèves et leur performance est le plus élevé. Et enfin, un résultat qui porte sur des dimensions non cognitives, c'est le fait que la France compte parmi les pays où les élèves ont le moins confiance en eux concernant leurs compétences en mathématiques et qu'elle se classe parmi les pays de l'OCDE où le niveau d'anxiété relativement aux mathématiques est le plus élevé chez les élèves. Donc vous voyez une série de résultats qui sont d'une certaine façon des résultats généraux, mais qui peuvent constituer un arrière-plan de connaissances pour tous les acteurs finalement du système éducatif. Les résultats de Teams en CM1 de 2015-2019 sont tout aussi importants, pour ne pas dire alarmants, puisqu'ils ont révélé qu'un nombre élevé d'élèves était peu performant, alors que le nombre d'élèves performants était très faible. Pour vous donner quelques indications, on a plus de 40% des élèves français donc en CM1 qui ont un niveau faible ou très faible en mathématiques, contre 23-25% en moyenne dans l'OCDE. Et du côté des élèves performants, en France, ils sont 2%, contre environ 10% dans les pays de l'OCDE en moyenne. Puis, autre aspect qui est aussi important à connaître, c'est que la France obtient le score le plus faible en mathématiques des pays européens, voire des pays de l'OCDE, si on accepte, je crois, le Chili. Alors, ce n'est guère mieux en quatrième, en mathématiques, et ce n'est guère mieux en compréhension de l'écrit, comme je vous montre la diapo suivante, en compréhension de l'écrit selon les enquêtes Pearls, donc qui sont réalisées également en CM1. À noter d'ailleurs que la plupart de ces résultats, et c'est ça qui est intéressant, convergent avec les résultats des évaluations nationales qui sont menées donc, sur le territoire. Alors, autre piste d'exploitation des items, une autre piste, c'est celle qui consiste à utiliser justement directement ces items. Alors, pendant que je parle, je vais essayer de parler un petit peu plus lentement pour vous laisser lire le texte que vous avez sur la diapo. Donc, cet exemple d'un item de PISA est un exemple qui incarne, ou en tout cas incarnait, l'esprit de l'enquête elle-même et donc de ce qu'elle mesure. Donc, comme vous le voyez, il ne s'agit pas, alors il n'est pas nécessaire d'avoir un niveau élevé en mathématiques pour résoudre cette tâche, peut-être un niveau élevé en compréhension de l'écrit. Donc, en tout cas, il ne s'agit pas ici, pour un élève, d'appliquer directement un pourcentage, mais de mobiliser sa capacité à le faire dans un environnement complexe et pseudo-concret. Donc, vous voyez aussi que la connaissance mathématique est nécessaire pour résoudre la tâche, qui consiste à appliquer un pourcentage à un nombre relativement simple, relève du cycle 3. Alors, il semble que les évolutions récentes de PISA tendent à aller vers des items qui sont plus décontextualisés. J'espère que je vous ai laissé le temps de lire et d'apprécier. De toute façon, je suppose que vous avez ou vous aurez le support. Items décontextualisés, c'est le cas des items de Teams qui sont beaucoup plus proches peut-être d'exercices scolaires, même si les élèves français ne peuvent se révéler peu familiers finalement de ce type de tâches. En tout cas, on voit bien qu'un travail en formation sur les tâches, sur ce type de tâches, puis sur des scores de réussite peut se révéler tout à fait pertinent. Donc, je vous laisse aussi là rapidement lire. Il y a deux exercices. Le premier qui consiste à trouver un nombre qu'un enfant devait écrire, qu'un élève devait écrire dans une suite. Et sur le troisième, dessiner une figure. Sur le deuxième, pardon, dessiner une figure et déterminer de combien de carrés Bill aurait besoin pour faire la figure numérotée 16.
Je ne vais pas rentrer dans l'analyse, ce n'est pas l'objet de cette webconférence. Alors pour terminer, je vais aller quand même un petit peu plus loin, pour terminer ce petit tour d'exemplification de travail, de formation. En plus, je sais que vous n'êtes pas tous matheux ou intéressés par les maths, mais bon. Je voudrais simplement vous montrer un exemple qui montre le bénéfice qu'on peut tirer en alliant justement évaluation standardisée et recherche. Alors, je l'ai choisi sur un des objets épineux que sont les décimaux et les rationnels, ce qu'on appelle souvent des fractions. Alors, c'est un exemple un peu ancien, mais qui est très résistant dans l'apprentissage des élèves. C'est identifié par la recherche, ça a été identifié notamment lors de la conférence du UNESCO, justement, de 2015, sur le nombre et les calculs. Donc, il s'agit, la tâche, alors c'était dit comme ça à l'époque, ça ne serait peut-être pas dit tout à fait de la même façon maintenant, c'est d'entourer deux nombres qui sont égaux. 0,25, 0,4, 1,4 et 1,4, je le dis comme ça, comme si j'étais un élève qui lisait l'énoncé. Bien, ce qui est surprenant, donc c'est une tâche qui a été proposée sur 4 années consécutives dans des évaluations nationales en France, exhaustives, et le taux de réussite était globalement de 25%, c'est-à-dire que seulement un quart des élèves associaient justement l'écriture 1 sur 4 et 0,25 à l'entrée en 6e, avec des différences très importantes entre EP, éducation prioritaire, et hors éducation prioritaire, de près de 15 points, et surtout avec quelque chose de remarquable, c'est que plus de la moitié des élèves, largement plus, associent comme nombres égaux 1,4 et 1, encore une fois, je le dis comme ça, 1,4. Donc on voit bien la richesse de cette information, essentiellement parce qu'elle est robuste. Petit complément sur cette question des fractions, en tout cas à travers les évaluations standardisées, l'évaluation CEDRE 2008, donc fin de 3e, fin de collège, révélait que la tâche qui consistait à calculer mentalement 3/4 de 44 était située hors échelle. Alors, hors échelle, dans le langage des évaluations standardisées, ça veut dire que les élèves les plus performants, c'est-à-dire ceux qui avaient le mieux réussi le test, avaient plus de chances d'échouer que de réussir cette tâche. Pour compléter, un travail de recherche a été mené sur les items qui comprenaient des fractions, sur les items Teams de 2015, donc de CM1, et a montré une corrélation très positive entre le score global de Teams et la performance aux items qui, justement, intégraient des fractions. Et enfin, dernier élément, quand on s'intéresse à la numératie des adultes, c'est-à-dire à la capacité des adultes à mobiliser leurs connaissances sur les nombres dans la vie courante, on s'aperçoit que l'utilisation des fractions et des pourcentages est un problème, et un problème notamment dès qu'on dépasse un demi, enfin quand on va sur des fractions qui sont différentes de un demi ou de 50%. Du côté, excusez-moi, je suis allé un petit peu trop vite, pour compléter cet exemple-là, on sait que la recherche, qu'elle soit nationale ou internationale, a montré que les élèves de 10 à 12 ans avaient des conceptions erronées très fréquentes sur les fractions et les décimaux, et que ces conceptions erronées persistent chez des élèves qui sont âgés de 14 ans et même au-delà. Donc vous pouvez facilement, il me semble, concevoir que ces résultats peuvent être utilisés dans le cadre de formation des enseignants sur des questions didactiques, mathématiques, et qu'elles offrent un potentiel, je veux dire, en termes de formation tout à fait intéressant. Alors, pourquoi ne sont-elles pas davantage exploitées? Quelles sont les limites, justement, à l'utilisation de ces évaluations standardisées? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un champ de recherche qui est assez riche, la recherche qui porte sur les attendus théoriques de l'utilisation des évaluations standardisées et les comportements réels des enseignants et des cadres intermédiaires vis-à-vis de ces instruments, est certes riche, mais également assez polémique et pas toujours consensuel. Donc on a notamment des résultats sur les effets des politiques d'évaluation standardisée plutôt aux États-Unis, donc avec des évaluations qui sont à fort enjeu, et tandis que sur les évaluations à faible enjeu, donc qui sont plutôt en Europe, on a davantage de recherches sur les processus et les perceptions par les acteurs. Et ces recherches
quantitatives, qualitatives, qu'elles soient nationales et internationales, sur les effets de ces évaluations, concernent, j'allais dire malheureusement, en tout cas elles concernent principalement la gouvernance et les pratiques pédagogiques des enseignants, mais peu la formation des enseignants. Alors que sait-on? Alors, pour les dispositifs à fort enjeu, les effets pédagogiques des évaluations sont assez bien identifiés. Par exemple, l'effet qu'on appelle teaching to the test, c'est-à-dire l'effet bachotage, est fréquent à partir du moment où ces évaluations standardisées deviennent une habitude, enfin un élément récurrent dans les systèmes éducatifs, c'est-à-dire que les enseignants ont tendance à enseigner pour faire réussir les tests par les élèves et non pas pour faire apprendre à leurs élèves des mathématiques ou d'autres disciplines. De façon encore plus accentuée, il peut se produire un rétrécissement des curricula, autrement dit, n'est enseigné que ce qui est testé. Les enseignants peuvent également être amenés à porter une attention réduite aux élèves les plus en difficulté, et ces évaluations peuvent enfin concourir à un sentiment de déprofessionnalisation chez les enseignants. Il me semble d'ailleurs que plusieurs de ces points méritent d'être pris au sérieux pour des dispositifs à faible enjeu, et c'est peut-être justement en questionnant ces points qu'on peut réfléchir sur des conditions favorables d'utilisation des évaluations standardisées quand il s'agit d'évaluations à faible enjeu. Mais le principal enseignement pour ces dispositifs à faible enjeu, comme c'est le cas en France, qu'on peut tirer au bout de 30 ans d'expérience, est à mon sens que l'effet miroir escompté par Claude Tello dans les années 1990, c'est-à-dire l'espoir que des changements de pratique seraient induits par les seuls résultats d'évaluation externe, eh bien que cet effet miroir, en fait, est relativement faible. Et en tout cas, il n'est pas spontané, il n'est pas généré spontanément chez les enseignants. Et parmi les raisons qu'on peut invoquer sont souvent citées les réticences que les enseignants peuvent avoir sur l'utilité et la pertinence de ces évaluations. Autrement dit, les tâches proposées dans les tests sont-elles valides à leurs yeux? Correspondent-elles au programme ou à l'idée qu'ils s'en font, en tout cas? Les résultats correspondent-ils à ce qu'ils vivent au quotidien dans leur classe? Qu'apportent-ils de nouveau? Par exemple, dans le rapport d'étape à mi-CP qui a été publié récemment par l'ADEPE, je crois que 91% des enseignants qui ont répondu à un questionnaire estiment que les évaluations externes ont confirmé les difficultés qu'ils avaient identifiées. Mais le point sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, et qu'il me semble généralement sous-estimé, largement sous-estimé, c'est que vouloir bénéficier de l'apport de ces évaluations ne suffit pas. En fait, le coût d'appropriation des instruments d'évaluation me semble très élevé sur différentes dimensions, notamment sur la compréhension de processus de construction des tests, sur des questions d'analyse didactique des items. Je pense à différentes dimensions comme par exemple l'énoncé des items. Est-ce que ce sont des textes longs, des textes courts? Est-ce qu'on a uniquement du texte ou au contraire des dessins, des images, des schémas? Quel format est utilisé? Est-ce que c'est un format qu'on appelle une réponse ouverte ou un QCM? Qu'est-ce que ça change de choisir un format plutôt qu'un autre? Si c'est un QCM, quelles sont les réponses proposées? On appelle des distracteurs, les réponses qui ne sont pas la bonne réponse à prendre. À choisir pour les élèves. Pourquoi on a choisi ces distracteurs? Ont-ils été choisis plutôt que d'autres? Et puis une série de points encore qu'on pourrait détailler, notamment dans le cadre d'une formation. La compréhension des résultats des élèves me semble tout à fait difficile également, puisqu'elle doit combiner finalement une lecture psychométrique et une lecture didactique de ces résultats. On a d'un côté des échelles de performance, des groupes de performance, des indicateurs, de seuils de réussite, et de l'autre côté, une espèce de résonance didactique avec ce qu'on peut savoir
de ce qu'on peut savoir, de ce que savent faire finalement les élèves dans nos classes. Et ce chemin-là à parcourir est quelque chose qui est assez difficile, il ne faut pas se mentir. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est qu'il me semble que ce n'est qu'à cette condition d'entrée cognitive dans la connaissance des évaluations et des instruments, qu'un travail de formation sur les pratiques ou qu'un travail de formation des pratiques peut se faire à partir des matériaux qui sont fournis par les items qui peuvent être libérés par les évaluations standardisées. D'ailleurs, c'est un coût cognitif à la fois du côté des formateurs et du côté des formés. Dernier point qui est souvent relevé, mais qui peut être très variable, c'est que l'ensemble du processus, administration, saisie, exploitation, peut être une activité perçue comme chronophage, ou potentiellement elle l'est. Alors, pour terminer, d'autres questions que je soulève et qui font partie aussi éventuellement des freins à la formation, se peut poser la question de la familiarité des élèves avec les tests, autrement dit, la question d'une certaine forme de légitimité pragmatique, c'est-à-dire que si les items ou si les tests paraissent trop éloignés, une explication simple sera de rejeter ces tests sous prétexte que les tâches ne sont pas familières pour les élèves. La question de la motivation, c'est-à-dire qu'il faut savoir que dans un contexte français, on l'a répété dans la dernière conférence justement sur l'évaluation, la note a beaucoup d'importance. À partir du moment où on est dans un système d'évaluation à faible enjeu, eh bien, il peut y avoir une motivation moindre, d'autant plus que ces enquêtes sont pour la plupart réalisées au mois de mai. On a observé par exemple que les garçons ou les redoublants étaient moins motivés que les autres élèves. Dernière question, qui n'est pas la moindre, c'est que, bon, évidemment, comme il s'agit d'évaluation standardisée, avec une volonté d'évolution temporelle, les items ne sont pas tous publics, c'est-à-dire que ne sont pas tous mis à disposition, pas forcément, dans toutes les évaluations, en particulier les évaluations sur échantillons. Et donc, on peut se demander finalement quelle qualité, quelle validité ont les items qui sont libérés. Je pense notamment aux items PISA. Sur les items Teams, c'est un petit peu plus, ils sont un petit peu sans doute plus fiables. En ce qui concerne les évaluations nationales, on peut aussi là s'interroger sur la disponibilité des items, bien sûr, et sur la méthodologie de construction des scores de réussite. On peut aussi questionner la mesure d'une performance à un instant T. Et c'est même d'ailleurs une piste qu'on peut utiliser en formation, c'est-à-dire, et si on demandait à un élève de renouveler, enfin de refaire l'exercice, qu'est-ce qui arriverait? Si on aidait un tout petit peu cet élève, quelle serait sa réponse? Bon, ce sont des questions qu'on peut poser quand on interroge la validité d'un point de vue didactique d'une évaluation standardisée. Et puis la dernière question qu'on peut évoquer, c'est celle de l'utilisation d'évaluations à objectifs multiples, c'est-à-dire comment dépasser les constats, comment aller au-delà des indicateurs, des profils d'élèves, quelles pistes de travail enclencher en formation qui soient réellement orientées vers les apprentissages des élèves, et puis du côté des enseignants, comment dépasser ce jugement professionnel, c'est-à-dire comment distinguer ce qui relève de difficultés d'apprentissage des élèves, des difficultés qui sont identifiées par la recherche, et puis confirmées par ces évaluations, donc distinguer ces difficultés d'apprentissage d'éventuelles difficultés professionnelles, des pratiques professionnelles d'enseignement, et qui ne sont pas forcément des pratiques individuelles, mais des pratiques génériques qui provoquent d'une certaine façon des résultats insuffisants chez les élèves. Donc cette question-là, elle est très sensible, très difficile d'une certaine façon aussi. On a des moyens pour y arriver. Et donc ce que je vous propose là, avant qu'on passe aux questions, c'est d'évoquer en 4 points les aspects les plus importants de ma présentation. C'est que les évaluations internationales, pour moi, offrent des matériaux très nombreux et très riches. Et en ce sens, ce sont de véritables ressources pour la formation. Le deuxième point, c'est que ces ressources ne sont pas forcément facilement accessibles.
il faut trouver le bon lien, la bonne adresse. Ce sont des rapports qui sont très, très, très gros pour la plupart, très lourds, avec un grand nombre de pages, quelquefois écrits en anglais uniquement. Et donc, et la deuxième chose, c'est qu'elles ne sont pas forcément compréhensibles, hein, puisque, vous l'avez vu, le coût d'entrée cognitif est assez élevé. Le troisième point, qui est vraiment important aussi, quand on parle d'évaluation standardisée, c'est la question des palmarès et des scores de réussite qu'il s'agit absolument de dépasser, puisque si on s'en tient aux palmarès, d'ailleurs, qui sont absolument, qu'il faut manier avec beaucoup de précaution, et des scores de réussite, on risque d'être bloqué justement sur des positions de jugement, alors que la question de la formation, c'est le travail possible sur l'apprentissage et les activités des élèves que ces scores de réussite peuvent enclencher ou que ces comparaisons internationales peuvent enclencher. Une réflexion sur les systèmes éducatifs, sur un ensemble de données qui mènent au dernier point, c'est-à-dire des pistes pour l'évolution des pratiques des enseignants suivant certaines composantes. Je ne peux m'empêcher ici de faire référence au cadre théorique de la double approche d'Aline Robert et Janine Rogalski, mais à partir du moment où on a identifié des constats sur des réussites ou des échecs d'élèves, ou des réussites partielles ou des échecs partiels, on ne peut que s'empêcher, si on veut travailler sur des activités des enseignants, de prendre en compte, on ne peut s'empêcher de prendre en compte des composantes qui soient non seulement des composantes didactiques et médiatiques, mais aussi d'autres composantes, en particulier au contexte d'enseignement et à la représentation des enseignants de l'enseignement des mathématiques, qui peuvent influer sur leur activité professionnelle. Alors, pour conclure, et en m'inspirant de la question posée par Marcel Craé sur l'articulation entre l'évaluation en classe et le pilotage des systèmes, je voudrais terminer ma présentation par une réponse résolument optimiste. Oui, c'est possible d'articuler la formation des enseignants et l'évaluation standardisée des acquis des élèves, évidemment, sous certaines conditions que vous aurez bien identifiées, j'espère. Je vous remercie. Je vous signale, avant de laisser la parole, que j'ai quelques petites précisions. Je vous ai préparé deux, justement, comme les ressources sont difficilement accessibles, qu'il y en a un très grand nombre, j'en ai sélectionné quelques-unes pour vous via une cytographie, donc avec une perspective historique des évaluations standardisées. J'y ai fait allusion à travers les définitions des objectifs qui étaient donnés par l'ADEPE, Bruno Trosseil et Thierry Rocher. Je vous ai sélectionné des sites pour avoir accès à des documents ou des ressources sur PISA, sur les enquêtes Teams et Pearls de l'IEA. Pour une vision comparative, là je renvoie à un dossier du CNESCO que nous avions réalisé il y a quelques années sur les cadres de référence et sur les items qui étaient proposés par les enquêtes PISA et Teams, et une note d'analyse qu'on a réalisée en 2021 aussi sur les résultats de Teams. Je vous ai rappelé, pour certains sans doute, parce que vous les connaissez mieux que moi, les sites qui permettent des pistes d'exploitation des résultats des acquis à différents niveaux pour les évaluations nationales. J'ai ajouté notamment sur la 4e puce un site qui vous indique des ressources ou des pistes intéressantes pour une exploitation pédagogique. C'est à peu près quelque chose qui vraiment correspond exactement à l'esprit de ma présentation. Et puis, j'ai terminé par 2 diapos de bibliographie qui s'adressent en particulier aux formateurs que vous pouvez être au sein des INSPE ou ailleurs. Je vous remercie, j'ai terminé. Merci Jean-François. Dans la lignée peut-être de ce que tu viens de nous dire et de nous montrer, on a une question d'un collègue. Je te lis son commentaire et sa question. Donc, le collègue comprend bien que ces évaluations soient très riches en vue de la formation, mais à la fois, les résultats sont peu, voire même très peu accessibles. Alors, je ne sais pas si tu as une réponse complémentaire à ce que tu viens de nous proposer, mais finalement, comment rendre ces résultats accessibles aux formateurs? C'est effectivement une des difficultés. Il y a plusieurs difficultés d'accessibilité. La première, c'est où les trouver. Donc, j'espère que j'y ai concouru en vous fournissant quelques liens, mais ça, c'est sans doute la première des difficultés. Donc, vous avez les sites institutionnels et du SCOL ou l'ADEPE en France, vous avez les sites de l'OCDE
ou de l'IEA qui permettent de trouver ces résultats. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que même quand on a accès à ces sites, on se retrouve devant un nombre d'informations et un nombre de ressources qu'il est souvent difficile de s'y retrouver. Et donc, il faut accepter de passer un temps incroyable pour essayer de décortiquer ce qu'on va pouvoir utiliser en formation. Et une des difficultés, c'est de justement s'en tenir, enfin, un des risques, je parlais de risque tout à l'heure, un des risques, c'est de s'en tenir à des résultats, je vais dire, premiers, du type score de réussite à tel item, classement, moyenne, etc., qui finalement sont informatifs pour le grand public, hein, c'est souvent les titres des journaux, mais ne sont guère utilisables justement en formation, si ce n'est de faire un constat supplémentaire en disant, ben voilà, tant de pourcents des élèves savent faire ceci ou savent faire cela, ou la France se retrouve à tel rang international, qui ne consiste pas finalement qui ne constitue pas véritablement un acte de formation. Alors, pour avoir des références, il faut aller à la pêche au site. On fait tout ce je vous conseille de faire ce qu'on a tous fait quand on s'est intéressé à ces sujets-là. On peut commander éventuellement des rapports. Maintenant, ça existe. Mais encore une fois, la difficulté est autant de trouver ces sources que de les absorber, de les lire. Et ça pour le coup, c'est très chronophage. Juste un dernier point pour répondre à cette question, qui peut-être, pour compléter ma réponse. L'autre question, c'est d'avoir accès aux items, c'est-à-dire au contenu des évaluations. J'y ai fait allusion. Dans certaines évaluations, les items ne sont pas rendus publics, ne sont pas libérés, pour une bonne et simple raison, c'est que les concepteurs, les pilotes, veulent les réutiliser pour le cycle suivant, pour pouvoir faire des comparaisons, notamment des comparaisons temporelles. Donc, évidemment, ça bloque un petit peu. Il faut savoir quand même que maintenant, les concepteurs des évaluations qui ont compris ou admis que ces évaluations, si on voulait qu'elles servent, devaient offrir un minimum de vitrine publique, les concepteurs libèrent justement un petit peu plus d'items qu'auparavant. Et encore une fois, je vais finir ma réponse de cette façon-là. Le travail pour un formateur, si on travaille sur des items, il me semble que c'est de choisir les bons items qui sont les plus intéressants, parce qu'ils permettent d'ouvrir le maximum d'horizons en termes d'activité d'élèves, en termes d'activité professionnelle, en termes de liens avec des ressources, les plus dotés en termes de potentiel, non pas didactique, mais en termes de potentiel de formation. Merci pour cette première réponse. Alors, justement, si on parle de potentiel de formation, on voit bien le lien finalement que l'on peut faire entre les items de ces évaluations standardisées et puis le développement chez l'enseignant de compétences disciplinaires, didactiques. Certains collègues ont proposé par exemple, amener les futurs enseignants ou les enseignants à concevoir des situations similaires à celles du PISA pendant leur formation, à apprendre à analyser les données de ces évaluations. Mais peut-être au-delà du développement de ces compétences, est-ce que tu penses que l'on peut aussi utiliser les résultats, mais aussi les items de ces évaluations pour finalement développer des compétences plus transversales en évaluation chez l'enseignant qui seraient peut-être plus en lien avec l'évaluation au quotidien, l'évaluation informelle en classe, voire peut-être même la représentation qu'ont les enseignants de certaines connaissances chez leurs élèves. Oui, question. Merci pour la question. C'est vrai que c'est un sujet que je n'ai pas directement abordé, mais effectivement, on peut penser que le travail sur les évaluations, ou sur les contenus de ces évaluations standardisées, peuvent permettre de développer des compétences plus transversales sur l'évaluation chez les enseignants. Alors, rapidement, il me vient à l'esprit l'idée, par exemple, j'ai fait allusion de l'analyse des items, ça permet de travailler sur le pourquoi, sur le choix et l'exploitation qui peut être fait de réponses ouvertes versus des QCM, la question de la façon de prendre en compte des réponses, c'est-à-dire dire est-ce qu'à partir de quel moment on considère qu'une réponse est correcte ou pas,
Ça renvoie évidemment la question qui est posée à des questions qui ont été abordées lors de la conférence de consensus du CNESCO là, en novembre dernier, sur ces questions finalement d'évaluation critériée qui permettent à travers de l'analyse d'items d'évaluation standardisée, de questionner des attendus, des objectifs, des niveaux de maîtrise. Et si on arrive s'il est possible justement d'accéder à la définition, par exemple, des seuils ou des critères de réussite qui ont été utilisés dans une évaluation standardisée, ça peut être un sujet de discussion, un sujet de réflexion qui peut effectivement développer des compétences transversales sur l'évaluation. J'en profite aussi pour suggérer aussi qu'on peut trouver des pistes, hein, des nouvelles idées qu'on n'a pas l'habitude des nouvelles tâches que des enseignants ou qu'en France, on n'a pas l'habitude de proposer aux élèves. Je pense par exemple à des tâches qu'on avait découvertes dans Teams, d'ailleurs avec toi, Nadine, quand on avait travaillé sur les comparaisons des cadres de référence de PISA et Teams, et on s'était aperçu que dans Teams figuraient en tâches d'évaluation des tâches qui étaient davantage réservées à l'école primaire, comme des tâches de découverte, des tâches de complément. Et ces tâches-là étaient proposées comme des tâches d'évaluation dans les évaluations Teams. Donc, il me semble effectivement que le regard qu'on peut porter, donc un regard toujours réflexif sur l'analyse des tâches qui sont proposées dans les évaluations, concourt effectivement à un développement de compétences sur l'évaluation en général. Oui. Voilà, moi aussi, j'avais oublié de mettre mon micro. Peut-être on peut ouvrir un petit peu le propos parce que là, tu as pris principalement appui sur les évaluations standardisées qui existent nationalement en France. Bon, PISA, Teams et les autres évaluations internationales existent aussi dans d'autres pays. Mais là, on a parmi le public des collègues qui n'enseignent pas en France. Donc, est-ce que peut-être on pourrait imaginer d'autres types d'évaluations standardisées que des évaluations à grande échelle? Je pense que tu peux peut-être nous dire 2 mots du dispositif PACEM que tu avais initié, qui était vraiment en lien, qui faisait le lien entre une évaluation standardisée et la formation des enseignants, et qui avait justement montré son intérêt à la fois sur la formation des enseignants et sur les apprentissages des élèves. Merci pour cette question. Alors, je pensais que la question allait m'orienter quand on parlait d'enseignants de participants qui n'étaient pas en France sur des évaluations qui existaient ailleurs. Je pourrais y revenir après, puisqu'on travaille notamment dans le cadre d'une évaluation internationale qui se déroule en Afrique, qui est organisée par la Confémen. Si des questions se posent là-dessus, je pourrais éventuellement y revenir. Sur le dispositif PACEM que j'avais mis en place il y a quelques années, l'hypothèse forte était celle-ci, c'était que l'utilisation d'évaluations standardisées dans une formation était efficace sous condition justement qu'on les utilise de façon prudente et de façon suffisamment pertinente. Et l'usage, en l'occurrence, que c'était pas une formation, PACEM n'était pas un dispositif de formation qui reposait qui avait comme objectif plutôt d'analyser des items ou des contenus d'évaluation standardisée. C'était une formation donc en mathématiques pour ceux qui l'ignorent, ça avait été fait en début de 6e, et c'était une évaluation une formation qui avait comme objectif de se servir d'évaluations standardisées comme amorce à une formation. Alors, pour répondre à la question de Nadine, oui, c'était pas le point de départ, cette amorce n'était pas fondée sur des évaluations à grande échelle, c'était des évaluations qui pouvaient être locales, mais qui avaient quand même comme caractéristique d'être des évaluations triplement validées. Et c'était quasiment une des conditions nécessaires aussi à leur utilisation en formation, triplement validées d'un point de vue statistique, c'est-à-dire que c'était des items qui avaient ce qu'on appelle des données métriques, qui montraient qu'ils renseignaient bien ce qu'on voulait renseigner. Didactiquement, ils avaient été choisis pour mesurer aussi ce qu'on souhaitait mesurer. Et j'ajoute une 3e validation, qui est une validation pragmatique,
C'est-à-dire que l'objectif était de choisir des tâches qui étaient familières aux enseignants pour que le temps passé en formation ne consiste pas justement à discuter de la légitimité ou pas de ces items. Alors, amorce à la formation, pourquoi? Amorce pour faire émerger des connaissances, des représentations des enseignants ou des pratiques qui permettaient ensuite d'enclencher une formation ad hoc sur les besoins et sur ces représentations, ces connaissances des enseignants. C'était un choix parmi d'autres. Il se trouve que le dispositif avait été évalué et qu'il avait montré qu'il avait été efficace, non seulement auprès des élèves, auprès des enseignants qui bénéficiaient de la formation, mais aussi du collectif d'enseignants qui participaient indirectement à la formation via le relais que ces enseignants en faisaient dans leurs établissements. Et ça, c'est une dimension peut-être que je n'ai pas abordée non plus, je n'ai pas eu le temps d'aborder, mais la dimension collective de l'utilisation des évaluations nationales, c'est-à-dire en termes de réflexion collective dans les écoles, dans les collèges, dans les circonscriptions, dans les liaisons intercycles, je pense à la fois aux liaisons cycle 3, mais aussi aux liaisons collège-lycée, me semble tout à fait importante. J'ai l'habitude de dire qu'il est important de partager ces résultats, c'est-à-dire de faire réfléchir ensemble des professionnels qui travaillent avec les mêmes élèves, mais pas au même moment, mais aussi en quelque sorte de départager, c'est-à-dire de faire en sorte que les différents acteurs se disent que s'il y a des échecs ou des réussites, c'est que les tâches ont été effectivement, ou les enseignements ou les apprentissages ont effectivement été réalisés au bon moment, d'une certaine façon. Je ne sais pas si j'espère avoir répondu à la question. Oui, merci, merci Jean-François. Alors peut-être une toute petite dernière question. Finalement, à quelles conditions, à ton avis, on peut intégrer ces résultats, les résultats des évaluations nationales, dans un dispositif de formation initiale? Pour toi, quelles seraient les conditions d'intégration? Tu as coupé ton micro, là. La caractéristique d'une formation initiale, c'est que les étudiants n'ont pas enseigné ou peu enseigné. Donc, il est difficile de s'appuyer sur des expériences pragmatiques d'enseignement et sur de la réflexion sur des propres pratiques. Donc, il me semble que l'utilisation d'évaluations standardisées en formation initiale consiste d'abord à apporter, ce que je crois l'avoir dit, une forme de culture sur la connaissance du système éducatif et ses grands travers. Quand on dit que la France est championne du monde des inégalités sociales, c'est quelque chose qu'il faudrait, à mon avis, porter comme discours, évidemment, en formation initiale, non seulement simplement par une seule phrase lapidaire comme celle que je viens de prononcer, mais d'essayer d'expliquer et d'analyser. Et donc, c'est là encore que ces évaluations standardisées soient finalement une sorte de prétexte à un travail de recherche un petit peu plus prononcé et un petit peu plus étayé par des disciplines scientifiques différentes. C'est par exemple ce que nous faisons au CNESCO, mais ça peut être tout à fait appliqué en formation initiale. Les questions des inégalités, enfin tout un tas de grands résultats que les évaluations nationales ou internationales nous révèlent peuvent être portés à la réflexion des étudiants en formation initiale. La deuxième des choses, c'est sans doute travailler avec des contenus qui sont bien choisis, avec des items qui sont là encore suffisamment, j'ai utilisé le mot tout à l'heure, fortement dotés d'un potentiel justement de réflexion sur des domaines qui soient bien choisis en formation initiale et qui soient cohérents avec le reste de la formation. Il me semble que parmi l'ensemble des évaluations standardisées, il y a de quoi faire quand même dans les items qui sont proposés pour illustrer un certain nombre de cours de didactique, de sociologie, de psychologie, un certain nombre de cours de formation initiale pour mettre à l'épreuve ces connaissances sur l'analyse d'items et former, alors tu l'as dit d'ailleurs toi-même, par exemple, même utiliser ces items dans une formation à l'évaluation en termes de compétences transversales. Donc il me semble que alors c'est quelque chose qui est un peu loin de moi maintenant, mais il me semble que les potentialités couvrent l'ensemble des ressources. Encore une fois,
ce que je dis, ce n'est pas simplement les scores de réussite qui sont intéressants, c'est les contenus des contenus des évaluations standardisées, la façon dont elles ont été construites, la façon dont dont les réponses sont proposées par rapport à des questions qui sont posées aux élèves. Tout cela peut être des matériaux de formation initiale. Merci Jean-François, je crois qu'on va arrêter là parce qu'il est 15h30. Donc écoute, je tiens à te remercier au nom du réseau des INSEE pour ta présentation. Et puis remercier le public pour les questions qui ont été posées dans le chat. Donc, je profite de ce moment pour vous rappeler que la prochaine conférence aura lieu donc lundi prochain, lundi 17 avril à 14h30. Et c'est Raphaël Pasquini, qui est professeur associé en évaluation scolaire à la Haute École pédagogique du canton de Vaud, en Suisse romande. Et donc, que Raphaël interviendra sur une conférence dont le titre est « Développement des pratiques d'évaluation sommative et de notation au service des apprentissages des élèves et sur les enjeux théoriques et pragmatiques dans la formation initiale ». Je vous le rappelle, mais vous le savez déjà, que la participation à l'ensemble des conférences est gratuite et qu'il suffit de s'inscrire sur la page dédiée du site du réseau des INSEE. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi à toutes et à tous et puis au plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine conférence. Merci. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.